j'ai l'air lourde tâche d'introduire, en tout cas, cette journée. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je suis Laurent Bentata, je suis le directeur du Théâtre Mogador. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans ce beau et grand théâtre qui a plus de 100 ans. Et toujours intéressant et ravi, en tout cas, d'accueillir le prix de l'entrepreneur et en tout cas de mettre en avant et à l'honneur tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui vont oser et qui osent tous les jours. Donc merci à Mouv'J de leur confiance avec ce Grand Prix Boom. Merci à notre partenaire historique, CIC, qui nous accompagne depuis des années et avec qui on prend toujours autant de plaisir. Voilà. En tout cas, lancer un spectacle, produire un spectacle, puisque c'est ici aussi la deuxième casquette qu'on a, c'est entreprendre. C'est aussi vivre avec toutes les vicissitudes de l'entrepreneuriat. Alors, ici même, sur cette scène, habituellement, on a une comédie musicale, on a le périple, en tout cas le parcours initiatique de Simba. Mais l'entrepreneur, c'est un peu la même chose, parce qu'il faut vivre dans une jungle et essayer de s'y parfaire, et en tout cas d'avancer pour essayer de créer, mais aussi surtout d'oser, parce que je pense que oser, c'est bien le terme qui est propre à chaque entrepreneur, même si on dit en général qu'il faut 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais c'est un peu ce qui nous caractérise. Alors ici à Mogador, ce sont presque 300 salariés qui y travaillent, environ 40 millions de chiffre d'affaires chaque année. Et on a accueilli déjà plus de 5 millions de spectateurs, et notamment presque plus de 2 millions pour le Roi Lion, parce qu'il y a 800 000 spectateurs qui sont déjà venus depuis le lancement du Roi Lion en 2021. Voilà, j'aurai l'occasion de toute façon cet après-midi de vous expliquer justement ce qui fait le charme et le bonheur d'entreprendre dans le milieu du spectacle. C'est vrai qu'on a souvent opposé la culture et l'entrepreneuriat. Et grâce à Mouv'J notamment, pour la première année, on va mettre à l'honneur des entrepreneurs dans la culture. Donc j'ai été ravi en plus de présider ce jury, et on connaîtra l'heureux gagnant ce soir en tout cas. Voilà, encore merci d'être avec nous et bonne journée autour de Boom. Merci Laurent, merci, bienvenue à tous. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique théâtre. Effectivement, c'est un grand symbole, puisque la première nouveauté de ce Grand Prix Mouv'J de cette année, c'était d'ouvrir une nouvelle catégorie, les artistes entrepreneurs. On en reparlera tout au long de la journée. Autre innovation de ce prix Mouv'J, donc c'est Boom, c'est une journée entière cette année qui est dédiée aux jeunes entrepreneurs. Donc ils vont être une centaine à pitcher sur cette scène, sur 2 scènes cet après-midi autour de thématiques, nous raconter l'aventure entrepreneuriale et surtout nous dire de quoi ils ont besoin, de quoi, ce qu'ils attendent de nous tous, de toute la communauté, entre eux, avec nous, les plus jeunes, les jeunes depuis un peu plus longtemps, pour qu'on les aide à avancer, et puis surtout qu'on leur fasse la place et qu'ils nous embarquent avec eux dans leur sillage, puisque vous allez le voir, ils ont beaucoup d'ambition pour la planète. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette plénière avec Philippe Bloch ce matin, qui va déployer ses multiples talents d'entrepreneur, d'auteur, de conférencier, d'animateur. Et puis avant de laisser Philippe Bloch, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le CIC qui nous ouvre les portes de ce théâtre et sans qui nous n'aurions pas pu faire cette journée complète. Et donc, le CIC est représenté par Laurent Berthet, qui est directeur des partenariats et qui prendra la parole juste après. À toi, Philippe. Merci Bénédicte, merci à Laurent de nous accueillir dans ce lieu mythique pour célébrer effectivement l'entrepreneuriat des jeunes et des moins jeunes aussi. Mais c'est vrai que sans le CIC, je suis bien placé pour en parler, est un partenaire de tous les instants du Mouv'J, et c'est un partenaire dont beaucoup d'associations rêvent. Expliquez-nous, Laurent, quel est le sens de ce partenariat pour vous? Alors, le partenariat avec le Mouv'J remonte au tout départ, au tout début, et depuis 2009. beaucoup de belles histoires se sont construites et se sont traduites par des prix, mais également par différents rendez-vous qui se sont mis en place, que ce soit le rendez-vous du baromètre, on en reparlera un petit peu plus tard, une étude qui permet un peu de comprendre et de saisir un peu les tendances et les envies, ou au contraire les rejets de certains par rapport à l'entrepreneuriat, mais surtout ce qu'ils attendent de leurs différents interlocuteurs et bien évidemment de leur partenaire bancaire qui sera là pour les soutenir à un moment crucial. Mais sans rentrer dans le détail du baromètre, ce qui est important à nos yeux, c'est bien évidemment Banque des entreprises et des entrepreneurs, d'être présent aux côtés du Mouv'J, d'être présent dans toutes ces phases, pas simplement au moment du Grand Prix, mais tout au long de l'année, lorsque l'on va dans les différentes régions, lorsque l'on va au contact de ceux qui ont envie d'entreprendre, de ceux qui ont le projet, mais pas forcément encore passer le cap
d'enclencher cette vitesse supérieure qui va leur permettre d'aller un petit peu plus loin et de détecter ceux qui vont se retrouver ensuite en sélection et pour le Grand Prix un peu plus tard. Donc c'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de vous retrouver ici au Théâtre de Mogador, un lieu, effectivement, on l'a souligné, un autre partenariat du CIC et un lieu dans lequel on célèbre de beaux animaux en ce moment. Et puis, pour la suite, j'espère que ce sera plus calme que sur scène d'habitude. Donc, bon courage pour la suite de la journée. Ce sera moins dansant, mais on tentera d'être aussi passionnant. Ouais. Merci Laurent. C'est vrai que j'assistais récemment à un déjeuner avec le maire de Québec qui citait Winston Churchill. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Je crois que vous êtes un bel exemple avec ce que vous faites pour les jeunes entrepreneurs. Cette notion d'anticiper et d'aller au-devant et surtout d'accompagner ensuite tout au long de cette longue odyssée, elle est importante. Effectivement, prendre par la main, c'est bien. Être présent tout le temps, c'est encore mieux. Et puis être couronné de succès à la fin, c'est parfait. Donc je souhaite le meilleur à ceux qui vont être couronnés ce soir, certes, mais aussi à tous ceux qui ont osé entreprendre et qui, même s'ils ne reçoivent pas un prix, ont un beau chemin à parcourir avec leurs partenaires. Et j'espère que le CIC sera l'un d'entre eux. Merci les deux Laurent, je vous invite à rejoindre la salle et puis bien sûr à retrouver Laurent Bentata cet après-midi. Et on va maintenant poursuivre ensemble avec un moment important. Ensemble, Bénédicte. Effectivement, un petit moment tous les deux. Et Philippe, je vais te demander du coup d'enlever ta casquette d'animateur. Je viens à peine de démarrer là. Bah ouais, c'est comme ça. Tu sais, il faut être agile avec la jeunesse. Et de prendre ton costume de conférencier. Parce que effectivement, pour la 8e année, enfin pas pour la 8e année, pour la 8e fois consécutive, nous venons d'éditer notre baromètre que nous faisons chaque année avec le CIC et Opinionway, un baromètre sur la perception de l'entrepreneuriat par les lycéens professionnels et les étudiants. Tous les résultats sont sur notre site pour ceux qui seraient intéressés. Et Philippe, tu as étudié ce baromètre. Et nous allons explorer ensemble justement quelques sujets sur lesquels nous aimerions avoir ton avis, ton étonnement. Alors la première chose, c'est qu'un jeune sur deux estime que l'entrepreneuriat est la meilleure solution pour avoir un emploi et 41% envisagent même d'entreprendre, contre 45% en 2019. Donc on voit même bien que malgré le contexte, ils veulent le faire, ils continuent à être motivés pour entreprendre. Et parmi eux, 74% veulent le faire avant 30 ans. C'est 17 points de plus qu'en 2009. Donc les jeunes, de plus en plus, vont vers l'entrepreneuriat, même s'ils considèrent toujours que c'est difficile. Alors finalement, on dit tisane, chat canapé, la jeune génération, pas tant que ça. Pas du tout comme ça. Non, mais franchement, ce sont globalement que des bonnes nouvelles. Et par contre, je pense que ça traduit quand même, en fait, ces chiffres traduisent quand même une forme d'inquiétude face à l'avenir. Et notamment, je trouve, par rapport à une forme d'inquiétude de trouver le job de leur rêve. Ce qui est un truc intéressant, quitte à préférer le construire en fait. En fait, ils illustrent, à mon avis, probablement une forme de défiance à l'égard du travail, non pas le travail en soi, mais le travail dans un certain type d'entreprise dont peut-être les valeurs et le fonctionnement hiérarchique ne correspondent plus vraiment à leurs attentes en fait. Et je pense aussi, puisque tu m'as permis des commentaires tous azimuts, que c'est sans doute un peu accéléré aussi par cette crise sociale qu'on vient de vivre, parce que je suis désolé, mais quand pendant 3 mois on a entendu qu'on va en prendre pour 2 ans de plus, comme une peine de prison, ça donne pas vraiment envie en fait d'y entrer. Et je pense que ça peut expliquer pourquoi effectivement il y a cette espèce d'envie d'entreprendre malgré une forme d'adversité. Ce qui est rassurant, comme tu le disais, c'est que même si c'est perçu comme un tout petit peu plus difficile qu'avant, ça décourage personne. Et tu l'as rappelé, 70% veulent entreprendre avant 30 ans, ce qui est juste génial. Donc, 74. Donc pour moi, que des bonnes nouvelles là-dessus. Super. Alors un autre point marquant, c'est l'évolution des caractéristiques de l'entrepreneur. Je vais respirer. C'est ce qui peut être effectivement la conséquence directe de la situation économique actuelle. Jusque-là, le passionné et le leader étaient très très hauts et ils ont perdu respectivement 4 et 6 points au profit du preneur de risque. Donc on considère plus que l'entrepreneur est un preneur de risque. Mais à l'inverse, c'est un preneur de risque, mais à l'inverse, on a moins le sentiment qu'il prend de grandes responsabilités. Ça a chuté de 8 points. Comment on peut expliquer des choses pareilles ? Alors d'abord, prise de risque, il faut quand même savoir, enfin tout le monde dans la salle le sait, tous les entrepreneurs de la salle le savent, ça fait partie de l'ADN de l'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui pensent ou qui craignent qu'il faille en prendre plus qu'avant, moi j'ai quand même envie de leur rappeler un truc, c'est peut-être un peu ma culture nord-américaine, mais que prendre un risque en anglais se dit take a chance, c'est-à-dire saisir sa chance. Et je pense que les mots sont importants et que quand on se met dans une attitude, un mindset de saisir sa chance, ça permet quand même d'affronter l'adversité extrêmement différemment. Et je te rappelle aussi que si on s'intéresse, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui essentiellement à l'entrepreneuriat des jeunes, voire des très jeunes, parce qu'y compris ceux qui entreprennent pendant qu'ils sont étudiants, ils n'ont pas grand-chose à perdre.
et de l'effet de l'expérience, peut-être tellement bien revendu qu'il y a globalement que du bonheur à entreprendre, même jeune. Par contre, tu sais, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est par rapport à cette prise de risque, cette espèce de peur française. Moi, j'ai fait, ils vont se marrer les jeunes parce qu'il y a bien plus que c'était, c'est la coopération. Tu sais, ça consistait à remplacer son service militaire. J'ai fait ça aux États-Unis pendant 2 ans. J'étais fasciné quand je passais devant une école américaine, de la mère de famille américaine au début de la scolarité, qui dit à leurs gamins « enjoy » ou « go and have fun ». J'ai un souvenir que dans certaines écoles parisiennes, les mères de famille disent « fais attention, touche à rien par la personne ». Donc culturellement, c'est extrêmement différent. Et je trouve que ça n'entraîne pas forcément un sens du risque et qu'effectivement, ces entrepreneurs français, ils osent malgré tout, alors que ce pays ne les y prépare pas toujours. Je te rappelle quand même qu'on est le seul pays qui a mis dans sa constitution le principe de précaution. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de dire un peu fais attention tout le temps. Mais d'une façon générale, je profite quand même pour faire un topo qui est important pour moi sur le langage, parce que je pense qu'effectivement l'entrepreneur français il doit se méfier des gens toxiques. Tu sais, je pense que les gens toxiques il faut les éliminer. Alors j'entends pas physiquement, hein, mais je pense qu'il faut les éliminer de nos environnements chaque fois qu'on le peut, que ce soit l'environnement personnel ou professionnel, parce que ce qu'ils te disent, tu connais, tous les entrepreneurs le savent, c'est ceux qui disent bon courage le matin. Tu sais que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage, mais il n'y avait pas que ça dans le bouquin. Il y avait ça ne marchera jamais, on a toujours fait comme ça, c'était mieux avant, pourvu qu'il ne m'arrive rien. Donc je pense qu'effectivement il faut justement arriver à éliminer un petit peu ce discours toxique pour éliminer la peur d'avancer. Ce qui m'ennuie davantage dans les chiffres que tu évoques, c'est que la passion et le leadership sont perçus comme un petit peu en retrait, alors que franchement, vous savez, moi j'ai passé 10 années les plus passionnément difficiles de ma vie à construire Columbus Café et à la développer, cette entreprise qui est aujourd'hui une chaîne de café qui a quelques 200-300 points de vente. Mais il y a un truc qui était génial, c'est qu'en fait, je bossais 80 heures par semaine, j'en suis pas spécialement fier, mais je n'étais jamais fatigué en fait. Et j'ai compris un truc, c'est pour ça que je dis que la passion, ça fait partie des qualités prioritaires de l'entrepreneur, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on dise à tous ceux qui craignent de travailler beaucoup. Et le leadership, c'est autre chose. C'est intéressant parce que un jour, quelqu'un m'a demandé quelle était ma définition du manager et du leader. Alors, j'en ai pas, mais j'essaie de réfléchir 2 secondes. Et je me suis dit, au fond, un manager, c'est quelqu'un qui a un patron, qui lui donne une équipe, des moyens et des objectifs. Bon, pour atteindre ces objectifs, c'est fastoche. Ce qui est intéressant, la différence, c'est qu'il tient sa légitimité, en fait, de son boss. Et le leader, en fait, et c'est pour ça qu'à mon avis, le leadership est à ce point important, moi je le vois plus comme un homme ou une femme porteur d'un projet partagé, qui a pour ambition, en fait, de faire grandir et de faire s'épanouir ses équipes, finalement, pour réaliser un grand rêve ensemble, en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que celui-là, il tient sa légitimité de son équipe. Et à l'heure de ChatGPT, et à l'heure notamment de toute la tech qui envahit en fait notre façon de fonctionner, eh ben, il va faire appel de plus en plus à ses soft skills, c'est-à-dire la passion, l'enthousiasme, l'empathie, la bienveillance, la curiosité, la capacité à faire bosser ensemble des gens. C'est la raison pour laquelle j'espère que le leadership et la passion vont remonter dans les valeurs pour le prochain baromètre. Vont remonter, on va s'attacher à ce que ce soit le cas. Merci Philippe. On va maintenant parler des enjeux sur lesquels ils vont agir. Alors, sans surprise, l'écologie caracole en tête de classement, ça emporte tout, et quelque part heureusement, hein, mais à égalité avec la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme et l'égalité des chances. Mais en bas du classement, et ça nous questionne, l'inclusion, le handicap, la dépendance, la discrimination raciale. C'est quelque part quelque chose qui mérite aussi qu'on s'y intéresse pourtant. Et tu soulignes aussi le paradoxe de vouloir sauver la planète et de mettre en dernière position la frugalité comme une valeur à promouvoir dans son entreprise. Oui, en fait, on ne peut pas être surpris qu'une génération éco-anxieuse qui n'a plus envie de faire d'enfants n'ait pas envie de porter ce projet merveilleux que de sauver la planète. Donc ça ne m'a pas du tout étonné. En revanche, je suis plus surpris des chiffres sur la qualité de vie parce qu'en fait, ils font partie des critères de... Enfin, je ne suis pas surpris sur les critères de qualité de vie parce qu'ils font partie des critères de choix prioritaires aujourd'hui des jeunes générations. Et c'est intéressant parce que, tu sais, moi, je suis un fan de qualité de service. Aujourd'hui, les nouveaux clients, c'est les salariés, en fait. Ils se comportent comme des salariés, et notamment ces jeunes générations qui te disent « moi, je veux le job comme je le veux, quand je le veux, je n'ai pas envie de bosser le samedi, je veux que ce soit du télétravail ». En fait, ils nous choisissent, et ils vous disent « si tu ne te plies pas à mes exigences, bah, je créerai mon job ou je le trouverai ailleurs ». Ça impose un changement de management phénoménal. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on doit adapter, on doit customiser en fait, son management pour attirer des gens et à traiter chacun d'eux comme s'il était unique. Je trouve ça passionnant, mais c'est un formidable défi en fait, de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne en fait, le paradoxe de sauver la planète, tu sais, c'est un peu le problème qu'on a tous. On est tous successivement
citoyens, contribuables, clients, entrepreneurs, écologistes, pollueurs. Et on est malheureusement dans un monde où on va devoir faire des choix très souvent contradictoires, et ce n'est pas toujours simple, mais je pense qu'on est ce qu'on consomme, et là on a un rôle fondamental à jouer. Donc c'est normal, la vie est compliquée. C'est normal, la vie est compliquée. Effectivement, il paraît que même ça s'arrête le jour où on meurt. Ça sera vachement plus simple, donc à savoir ce qu'on souhaite. Une dernière réaction, Philippe, que je pose à l'auteur, cette fois-ci, de Ce sera mieux après, sauf si on est trop con. Ah oui. Les personnes interviewées rendent compte d'une vision de l'avenir peu positive. Donc ce sont des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont été interrogés. Leur vision du monde en général s'est vraiment modifiée négativement à cause de la crise sanitaire, de ses conséquences, de leurs aspirations futures. Tout en considérant quand même que l'entrepreneuriat est un moyen de changer l'économie. 74% sont d'accord avec cette déclaration-là. Donc il y a de l'espoir, il n'y en a plus. Mais si, mais non, bien sûr que si. Tu parles de ce bouquin. J'écris des bouquins quand je suis énervé, je suis souvent énervé, ou quand il se passe un truc que je ne comprends pas bien. Et en fait, rappelle-toi ce qui s'est passé le 15 mars 2020. Quand Macron nous a rendus japonais, c'est-à-dire disciplinés, il nous a dit tu restes chez toi, on est resté chez nous. Donc qu'est-ce que tu as fait comme moi? On a regardé Netflix pendant un mois. Non, moi j'ai bossé. Puis à un moment, tu as bossé, mais moi aussi je m'y suis remis très vite, mais en gros on a commencé par regarder Netflix. Puis à un moment je me suis dit mais attends, il est en train de nous arriver un truc de dingue. Et puis pendant un mois, 2 mois, plein de choses me sont passées en tête. Et effectivement, j'ai écrit ce livre en me disant quels vont être les challenges de ce fameux, ce qu'on appelait, rappelle-moi, le monde d'après. On a oublié très vite le monde d'après. Et quand j'ai écrit ce bouquin, alors j'aurais pu l'intituler « Ce sera pire après », ça aurait très bien marché. Tu sais, les Français adorent les mauvaises nouvelles parce qu'ils nous rassurent sur notre propre sort. Mais j'ai préféré dire « Ce sera mieux après » en ajoutant « sauf si on est trop con », parce que je pense sincèrement d'abord qu'on a été très cons, d'oublier plein de nos bonnes résolutions collectivement et personnellement qu'on avait prises, mais surtout parce qu'effectivement, il y a eu un moment, une partie des gens n'ont pas compris que, en fait, ce qui s'est passé le 15 décembre 2021, enfin, 20 tel que je le vois moi, c'est le véritable début du XXIe siècle, 20 ans après son début officiel. Tu sais, il y a eu le XXe siècle avec la révolution industrielle et puis la guerre de 14 qui a un peu décalé ses effets sur le siècle. Et puis il y a eu la transition économique et écologique et numérique début du XXIe, sauf qu'elle a été formidablement accélérée en fait par ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, toutes nos vies aujourd'hui ont été changées par nos modes d'emploi pendant cette période de 3-4 mois qui a changé nos vies. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait, on est, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, la plus privilégiée parce que ça arrive une fois par 100 ans de participer à l'invention d'un nouveau siècle. Et je suis persuadé, en fait, ce sera peut-être la seule conclusion parce qu'on a déjà été trop long, qu'en fait, c'est aux entrepreneurs de rendre l'avenir désirable. Et je suis sûr qu'ils vont, surtout ceux qui sont dans la salle, beaucoup mieux le faire que les générations précédentes. Et c'est vrai que collectivement, nous sommes tous rendus compte qu'on était capable de faire autrement. Donc il n'y a plus qu'à un grand merci. Et puis qu'on était mortels, on l'a oublié. Et ben oui, et donc du coup, on s'est dit de quoi je n'ai plus envie. Et ben j'ai envie de réinventer le monde, quel que soit l'âge la génération à laquelle on appartient. Ah, et ils vont le faire. Un grand merci, Philippe, pour cette vision merci optimiste que nous partageons. Effectivement, au Mourgier, vous verrez tous les jeunes qui vont pitcher toute la journée vont vraiment vous faire croire à ce que l'on vient de dire là, maintenant, tout de suite. Donc on reviendra ce soir avec Dominique Restineau sur d'autres chiffres de cette étude, et particulièrement sur les enseignements qu'elle nous apporte et qui nous réjouissent sur le mentorat. Et donc, je te laisse, Philippe, je me retire et je te laisse prendre la suite sur cette matinée. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci infiniment. On va continuer effectivement avec 4 invités, forcément 2 entrepreneurs et 2 personnes importantes par rapport à justement ce qu'ils peuvent apporter en fait à ces jeunes entrepreneurs. Merci d'accueillir Léa Legendre, Robin Maquet, Marie-Adeline Pex et Mathieu Mocor. Venez me rejoindre, prenez des micros, prenez chacun un micro et puis on va se mettre au centre-scène. Installez-vous au centre-scène, mettez-vous là un peu partout. Mettez-vous là, je vous en prie. Alors Léa, on va commencer. Alors effectivement, pardon, excusez-moi, mettez-vous plus dans la lumière, venez avec moi. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que je fais moi? Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Voilà. Je ne savais pas quoi faire pour qu'on se mette à chanter. Non, mais pas du tout. Kuna Matata. Lorsque on va essayer en fait effectivement de donner la parole, comme l'a dit Bénédicte, en fait, à vous, les jeunes entrepreneurs. Et on va commencer par toi, Léa, qui a créé une entreprise intéressante, parce que totalement innovante, sur un problème qui était un de tes problèmes, comme très souvent d'ailleurs, lorsque effectivement on crée une entreprise, c'est Cuissot. Tout à fait. Alors dis-nous ce qu'est Cuissot. Cuissot, c'est une entreprise que j'ai montée il y a un peu plus, bientôt 2 ans maintenant.
et qui partait d'un problème donc, que j'avais, qui était les cuisses qui frottent en été. Alors, c'est pas très glamour, mais c'est quand même un vrai problème. Ah, c'est pas glamour, mais c'est un vrai enjeu. Exactement, parce que j'en avais marre de marcher les jambes écartées après la plage. Bon, bah voilà, chacun ses problèmes. Et du coup, Cuissot, notre premier produit et notre produit best-seller, c'est un shorty anti-frottement des cuisses. Un shorty anti-frottement des cuisses. Exactement. D'où ta signature, le confort que votre corps mérite. Tout à fait. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on va plus loin du coup que le shorty. On fait on essaye de repenser la mode pour qu'elle s'adapte au corps des femmes et que les femmes aient plus à s'adapter à la mode. Ça, c'est un peu notre prise de parti. Donc, on essaye de créer une mode qui soit inclusive, qui soit confortable, qui soit cool et qui soit durable aussi, puisqu'on travaille qu'avec des mailles européennes. On n'a rien qui vient d'Asie, etc., etc. Donc, ça, c'est important pour Alors, à l'époque, quelle était ton activité ? Ah, alors, à l'époque, en fait, moi, j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur. J'ai été formée pour être banquière au départ. Tu étais en fusion-acquisition ? J'étais en fusion-acquisition. Et ensuite, j'ai été commerciale pour une jeune start-up, donc vraiment rien à voir. Et j'ai lancé, du coup, Cuissot en parallèle de mon activité. Et j'ai attendu d'avoir fait ma campagne de financement participatif pour passer à temps plein. Et ça, je pense que, il y a plein de gens qui font comme moi, qui lancent un peu leur projet en side project, et ensuite ça devient chouette et ça devient une entreprise. On est en septembre 2021. On est en septembre 2021. Et ça marche tout de suite ? Comment on crée le produit d'abord ? Comment on part d'une idée, on passe On décroche son téléphone. Ah, oui, on appelle qui ? Alors moi, j'ai tapé sur Google comment créer un vêtement. Voilà. Aujourd'hui, tu aurais ChatGPT, tu penses que ça t'aurait répondu la même chose ? Ça m'aurait peut-être aidé, mais franchement, je pense que, en tout cas dans le milieu du textile, qui est un milieu qui est quand même assez opaque, il faut ensuite trouver des noms, appeler des ateliers, essayer de comprendre comment on fait un vêtement. Moi, j'y connaissais rien, je travaillais pas du tout dans le textile. Donc vraiment, c'est ça, on se déplace, on va voir les gens, petit à petit, les gens nous aident. Et on arrive à créer un produit, on le teste, on le met en précommande. Alors, il était fabriqué à Troyes, et maintenant, il y a une partie qui va être fabriquée au Portugal aussi, de nos produits. Tu rejoins le MoveJ très vite ? Je rejoins le MoveJ, un peu moins d'un an après le lancement, l'année dernière. C'est pas un produit tech ? Non. Donc, tu te dis pas simple à financer, on en parlera bien sûr dans un instant. Alors oui, et je pense à tort, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est assez difficile. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en lançant Cuissot, c'est que quand on a cette idée de dire, je suis partie d'un petit projet, ça marche bien, donc ça devient une entreprise. Pour donner une idée des chiffres, cette année, on devrait faire à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires, donc on n'est plus sur un petit projet. Et en fait, c'est très dur d'un seul coup de savoir qui peut nous accompagner, vers qui on se tourne. Mais en plus, je suis seule, j'ai pas d'associé. Donc en fait, si je regarde pas dans Google, je sais pas. Et donc c'est vrai que ce qui a été le plus dur, je pense, ça a été le passage de petits projets à entreprise, et c'est ce qui m'occupe encore aujourd'hui. Et effectivement, trouver les bons financements, trouver les bons partenaires, c'est seulement maintenant que je commence vraiment à mettre en place une ligne de prêt et à avoir trouvé des business angels, mais c'est très très récent. Enfin, je veux dire, c'est 2023. Donc, la gestion de trésorerie a été une de tes préoccupations majeures. Oui, j'ai très peu dormi. De cap. Très peu dormi. Ça empêche de dormir. J'ai très peu dormi. Ouais, ça empêche un peu de dormir. Mais c'était peut-être ça, moi, le plus gros challenge. Et là, ça commence à se structurer un peu. Donc c'est Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu es le prix coup de cœur 2022. Tout à fait. Du MoveJ, en fait. On va passer à toi, Robin. Ah oui, on peut évidemment l'applaudir. Après, on fera réagir évidemment nos invités de ceux qui aident et qui assistent sur tes propos. Robin, tu es le Grand Prix MoveJ 2022, tu es cofondateur de Bisco. J'avoue, je ne connaissais pas le Byssus. Qui connaît le Byssus dans la salle? Levez la main. Beaucoup, ok, j'étais totalement ignare. Alors comment on passe de la découverte du Byssus pour moi à une entreprise aujourd'hui qui commence à cartonner? Okay. Bon, bonjour tout le monde. Comme vous savez, je m'appelle Robin Maquet. Donc en gros, on a créé la société il y a environ 2 ans, en août 2021. Et c'est parti, c'est ça, de cette fibre de Byssus. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la fibre qui permet aux moules de s'accrocher sur les rochers ou bien aux pieux de culture. Et du coup, on crée toute la filière de valorisation de cette nouvelle fibre pour en faire un matériau textile, donc un textile technique. Donc là, pour le coup, il y a de la tech. Ouais, là, il y a de la tech. Ouais. Beaucoup. Et toi, tu étais ingénieur matériaux? Ouais, c'est ça. Avec une spécialité particulière ou pas? En gros, j'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux et ensuite une école d'ingénieur spécialité industrielle, quoi. D'accord. Et d'où est venue l'idée? Parce que tu m'as dit que tu as travaillé chez Beneteau, donc sur des bateaux. Ouais.
Et que tu trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très durables, en fait, la façon de construire des bateaux. Mais comment s'est fait le lien avec justement ce byssus que tu transfères et que tu transformes aujourd'hui? Ouais, c'est ça. En fait, mon école d'ingénieur, je l'ai fait pendant 2 ans en alternance dans le groupe Beneteau. Et ensuite, j'ai intégré une écurie de course au large où on avait un trimaran de 50 pieds. Donc voilà, j'étais co-skipper sur le bateau. Et pour faire le lien avec le projet de fin d'études d'école d'ingénieur, j'ai dressé le bilan carbone du bateau de course. Et donc, je me suis rendu compte que les émissions de CO2, elles étaient très élevées sur la matière première qu'on utilise pour fabriquer les bateaux. Une matière première que je connaissais bien puisque j'ai bossé avant pendant 2 ans chez Beneteau. Et donc, en ayant étudié ces matières, 80% en masse du bateau, c'était de la fibre. Et donc, j'ai commencé à chercher des fibres naturelles. J'ai bossé un peu sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, où il y a des grosses cultures de moules, les étés, j'allais travailler dessus. Et donc, je connaissais la fibre de byssus. Et je suis allé en stage en Irlande, j'ai ramené du byssus d'Irlande avec une petite machine que j'ai fabriquée avec un poste à souder que j'ai emprunté à un vieil Irlandais. Faut en faire un film. Ouais, c'est ça. Faut en faire un film un jour. Et est-ce que ça existait déjà d'utiliser le byssus pour des produits d'étanchéité, différents produits textiles comme les tiens ou pas du tout? Alors, ça n'existait pas vraiment. Ça existait dans l'Antiquité. Par exemple, je crois que dans des tombes de pharaons, on a retrouvé des toisons en byssus. Voilà, Celles qui étaient déjà éclairées avec EDF à l'époque. Ouais. Dans les pharaons, on trouvait du byssus. Dans une tombe de pharaon, on a retrouvé une toison en byssus, mais c'était pas le même byssus que celui que nous on utilise. C'est un byssus d'une moule ancienne, la Pinna nobilis. C'est une grosse moule de 25 cm qui a des fibres très longues et on tissait ça de manière artisanale. Aujourd'hui, quel type de produit arrives-tu à produire, sachant que quelques chiffres, vous êtes 6 personnes, 2 associés. Alors, tu as eu plein de prêts. Hein. Toi, tu es un champion effectivement, des prêts, le prix Pépite, des prêts d'honneur. Tu n'as pas eu du tout de problème de financement, a priori. Tu connais bien ces circuits-là. Aujourd'hui, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle produit? À qui s'adresse-t-elle, en fait? En gros, aujourd'hui, avec le byssus, on fait des textiles non tissés. On a 2 produits aujourd'hui. Le Biscoplaque, donc c'est un panneau d'isolation thermique et acoustique. Et on a le Biscoflex, donc ça c'est un rouleau de textile technique qui a à peu près les mêmes applications. Et du coup, on s'adresse aux sociétés, aux entreprises de la mobilité. Donc, par exemple, isolation thermique et acoustique des camping-cars, des bateaux, isolation thermique des planchers de TGV, et puis aménagement intérieur dans l'aéronautique. Et tout ça, en très peu de temps, tu as réussi à avoir ces grands comptes, en fait, industriels, etc. Alors là, on est un peu dans une phase où on est aux portes de décrocher nos premiers contrats récurrents. Mais il y a des phases de tests qui sont très longues, de qualification de produits. Surtout pour le ferroviaire et l'aéronautique, c'est des marchés qui sont très exigeants. Donc voilà. Alors toi, ton challenge, tu nous l'as dit quand on a un petit peu préparé pour mieux vous connaître, tu m'as dit que le principal challenge, c'est de faire grandir en même temps la partie commerciale et industrialisation, en fait. Un mot là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que on ne peut pas financer un outil de production qui va nous permettre de produire des tonnes et des tonnes si on n'a pas les contrats commerciaux en face. Et puis, et à la fois, c'est assez compliqué d'aller chercher des gros contrats commerciaux, sachant qu'on n'a pas les capacités de production aujourd'hui. Donc ça, c'est pas facile. Il faut essayer de faire grandir les deux en même temps. Et voilà, aujourd'hui, ça c'est notre enjeu principal. Ouais. Donc en gros, on a un peu 2 profils en fait différents avec chacun de vous. Avec toi, Léa, en gros, tu as eu un peu de mal à t'y retrouver dans l'écosystème entrepreneurial. Tu ne savais pas très bien en fait à quelle porte frapper. Difficulté de la levée de fonds parce que tu n'étais pas dans la tech. À l'inverse, finalement, de toi, Robin, qui n'a pas eu trop de problèmes à naviguer dans tout cela, mais qui effectivement trouve plus compliqué de gérer les cycles, notamment dans le développement d'une entreprise industrielle. Quelle est votre réaction à ces 2 propos d'entrepreneurs? Est-ce que c'est typique de ce qu'on observe chez BPI quand on essaie de les aider, ces jeunes entrepreneurs? Alors, oui, c'est typique, c'est sûr. On entend beaucoup de gens dire c'est compliqué, je sais pas, il y a une jungle. C'est pas tout à fait la jungle, Hakuna Matata, mais et du coup, vers qui me tourner? Est-ce que je dois aller plutôt vers tel ou tel acteur? Ça, c'est la première chose qu'on entend. Et la deuxième chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est en fait, quand on n'est pas dans la tech, il n'y a pas de financement. Et moi, je m'inscris en faux contre ces 2 affirmations. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour soutenir l'accompagnement, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est même une excellente nouvelle. Vous parliez de take a chance ou prendre un risque. Ce qui est bien dans ce pays, c'est que même quand on prend des risques, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner.
et pour faire en sorte de vous aider à grimper les barreaux de l'échelle, et notamment les premiers qui sont les plus difficiles à monter. Aujourd'hui, on a réuni, nous, BPI, parce qu'on a la chance de pouvoir travailler avec un ensemble d'acteurs sur le soutien à l'entrepreneuriat. On a réuni au sein d'un collectif qui s'appelle le collectif CapCréa les 25 réseaux d'accompagnement qui sont là aujourd'hui en France, partout sur le territoire, 3000 implantations, 5000 collaborateurs, 55 000 bénévoles qui au quotidien sont prêts à donner de leur temps, anciens entrepreneurs, anciens banquiers, plein de choses en fait. Et on comprend mieux s'il y en a 25 qu'il soit difficile d'identifier les bons pour moi. Et donc, sauf qu'on peut voir, je reprends votre exemple de tout à l'heure, les choses des deux côtés de la pièce. On peut se dire 25 c'est trop. En fait, 25, ça n'est pas tant que ça quand on réfléchit à la très grande diversité des entrepreneurs. On en a 2 sur scène, ils n'ont pas les mêmes projets, ils n'ont pas les mêmes parcours, ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y a 1 million de créations d'entreprises en France. Ce sont pas des gens qui sont homogènes, ils sont tous entrepreneurs. Ils ont en commun la volonté d'entreprendre, de construire leur futur, d'aller vers la liberté, d'aller vers tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont en commun, mais ils ont tous des besoins très différents. Et donc, ces 25 réseaux, ils interviennent à des moments différents. Il y en a qui vont dans les lycées, dans les écoles, 100 000 entrepreneurs. Il va sensibiliser les jeunes garçons et les jeunes filles vers le fait qu'entreprendre, c'est possible, même quand on n'est pas fils d'entrepreneur. Et puis, 60 000 rebonds, complètement à l'autre bout de la chaîne, va aider un entrepreneur qui a connu des galères dans sa vie d'entrepreneur à rebondir et peut-être à se relancer dans un projet. Au milieu, vous avez des financeurs, vous avez des réseaux qui font plutôt du mentorat, vous avez des réseaux pour les jeunes comme le Mouji. Vous avez 25 réseaux. Ça existe? CapCréa existe déjà? CapCréa réunit l'ensemble de ces réseaux pour qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse sache qui peut lui apporter quoi, sache quand il a besoin de financement vers quel réseau se tourner, quand il a besoin d'un mentor vers quel réseau se tourner. Et cette visibilité, ça c'est l'énorme enjeu de CapCréa. La deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est le sujet du financement. Et sur lequel, là encore, je voudrais m'inscrire en faux. Oui, la tech et l'innovation est un secteur, un champ d'intervention sur lequel il y a beaucoup de moyens financiers. Ce n'est pas BPI France qui va vous dire le contraire, et tant mieux, parce que c'est une nécessité pour favoriser le développement de ce pays. Mais les financements n'existent pas uniquement pour la tech, et il existe notamment pour la phase de création différents outils financiers, la garantie bancaire, le microcrédit, les prêts d'honneur, qui vous permettent, sans vous dire « Ah bah oui, moi je vais aller faire une première levée de fonds dans une série A », parce qu'en réalité, 90% des entrepreneurs n'ont pas besoin de ça, et beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de financement dilutif, ils ont juste envie de financement pour lancer leur projet. Et ils existent, ces outils financiers, ils sont mobilisables, et c'est le deuxième enjeu de CapCréa que de les rendre visibles et de faire en sorte qu'une Léa ne vienne pas dire « Ah, ben si j'avais su, j'aurais demandé un prêt d'honneur, c'est trop bête, ça m'aurait tellement aidé ». Et mon troisième message, et après je vais super vite, c'est le sujet de l'anticipation et du temps long. Vous avez évoqué le fait que quand on se lance, bah oui, ça va aller vite, j'ai mon idée, je sais ce que j'ai envie de faire, et il va se passer plein de choses, et c'est normal. Il va se passer y compris des galères, parce qu'on va avoir du mal à recruter, parce qu'on va avoir du mal à trouver un fournisseur, un client. Et ça, il faut l'anticiper, y compris dans son besoin de financement, parce que, certes, un entrepreneur take a chance, mais un banquier regarde à la fois l'opportunité et le risque. Et quand vous allez voir un banquier, quand vous avez une idée, vous êtes une opportunité. Quand vous avez un problème, vous êtes un risque. Donc allez le voir avec une idée ambitieuse et des besoins de financement suffisamment dimensionnés. Merci beaucoup, désolé de mettre un peu la pression parce que le temps passe vite. Mathieu Mocor, vous êtes délégué interministériel à la jeunesse. Vous explorez un peu les attentes des jeunes sur plein de sujets, de vie quotidienne, de travail, d'entrepreneuriat aussi. Vous êtes bien sûr proche de la Première ministre qui travaille notamment sur ces sujets, et puis des choses seront présentées, je crois, en juin prochain. Et il y a le Conseil national de la refondation, avec effectivement un volet là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et comment réagissez-vous un petit peu à ce qu'on entend de ces besoins des jeunes entrepreneurs ? Merci d'abord de m'accueillir. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord bravo à Léa et Robin, parce que je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais ils ont tous les deux gagné des prix récemment. Et donc, s'ils sont sur scène, c'est parce qu'ils sont particulièrement performants et inspirants.
Non, les différentes choses que je peux vous dire. D'abord, moi, je rêve d'un monde où Léa, Robin et tous ceux qui créent des boîtes et font des projets exceptionnels comme ça seraient connus de tous. Et je pense qu'on a encore ce challenge-là de réussir à mettre en avant tous ces visages un peu partout. La semaine dernière, je suis passé rapidement à Cannes, j'avais un échange intéressant avec le DG d'Allociné. Moi, je rêve qu'on ait une demi-journée ou une journée dans l'année où tous les collégiens et lycéens de France puissent aller au cinéma et regarder sur grand écran une forme de TEDx géant avec des successions d'entrepreneurs comme vous qui viennent un peu. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. J'espère, s'il y en a dans la salle qui sont chauds pour nous aider à organiser ça, n'hésitez pas à venir me voir juste après. Vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens. La deuxième chose, je crois, c'est ça fait 5 mois maintenant qu'on anime avec la Première ministre un exercice qui s'appelle le Conseil national de la refondation des jeunes, où on s'est dit il va falloir qu'on fasse des choses pour les jeunes dans les prochaines semaines, et on va construire les propositions avec les jeunes directement. Donc on a associé une grosse centaine de personnes de tout profil, quartier prioritaire de la politique de la ville, ruralité, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des entrepreneurs, des salariés, etc. Et il en ressort globalement ce à quoi on s'attendait, il y a une envie d'entrepreneuriat qui est immense. Aujourd'hui, il y a près d'un jeune sur 2 qui a envie de créer sa boîte, et on l'a ressenti dans les discussions. Et il y en a plusieurs qui nous ont dit, vous avez créé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, une initiative qui s'appelait Un jeune, un mentor, dont fait partie le MoveJ, justement pour venir soutenir financièrement des associations comme le MoveJ qui mettent à disposition des mentors pour accompagner soit des entrepreneurs, soit des jeunes qui n'ont pas encore créé leur boîte et qui voudraient s'orienter dans la vie. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à faire la même chose sur l'entrepreneuriat. Et donc il y a probablement une proposition qui va être poussée de dire il faut qu'on fasse une initiative Un jeune, un entrepreneur, qui s'appuierait sur tous les collectifs que Marie-Adeline a créé avec BPI France, le collectif Caprea, pour essayer de les vitaminer encore plus, et de le faire à la fois avec les collectifs avec les associations qui accompagnent aujourd'hui les entrepreneurs qui veulent créer leur boîte, et avec les associations, tu citais Marie-Adeline, 100 000 entrepreneurs, il y en a d'autres, Entreprendre pour apprendre, etc., qui interviennent à l'école pour donner le goût de l'entreprise directement. Et ça, c'est probablement quelque chose qu'on... À quelle échéance on peut espérer ça ? Mon travail, c'est de réunir les propositions des jeunes et ensuite d'aller les pousser. On va faire des annonces d'un plan jeune à la fin du mois de juin. Est-ce que ce sera dedans ou est-ce que ce sera par la suite ? J'en sais strictement rien. Moi, je vais prendre mon bâton de pèlerin et en interne, j'essaye de dire combien c'est important. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochaines semaines, que ce soit pour les quartiers de manière générale ou de manière particulière, ou pour les jeunes en général, on va avoir de nouvelles annonces sur le soutien à l'entrepreneuriat dans notre pays. On travaille beaucoup avec BPI France là-dessus. Donc, vous inquiétez pas, vous serez pas laissés de côté. Et sur le mentorat, Un jeune, un mentor, ça permet aujourd'hui d'accompagner 150 000 jeunes par an. On était à 30 000 il y a 2 ans, donc on a fait x5, ce qui, pour tout entrepreneur qui se respecte, x5 en 2 ans, c'est beaucoup. Belle progression. On va essayer de continuer à progresser aussi là-dessus. Donc, un jeune, un mentor, un jeune, un entrepreneur, et mettre en avant tous les visages. C'est le programme. Merci à tous les deux et un grand bravo à nos amis entrepreneurs. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre la salle. Et je vais demander à Bénédicte de me rejoindre pour nous annoncer un peu le mode d'emploi de cette journée atypique, qui est une première. Merci à tous les 4. Effectivement, une journée boom. Et le premier boom qu'il va y avoir aujourd'hui, ce sont vos cœurs qui vont battre. On compte dessus, qui vont battre au fil des rencontres que vous allez faire, des découvertes, des interrogations, des solutions que vous allez pouvoir trouver, apporter, ou simplement en allant à la rencontre des autres. Donc, dans vos agendas, vous avez tous les liens vers toutes les activités de la journée. Donc, la première, ce sont les pitchs. Il y a une séquence qui va commencer sur cette grande scène. Donc, sur cette grande scène, toute l'après-midi, enfin, à partir de maintenant, il y aura une pause de 13h à 14h. Et de nouveau, cet après-midi, ce sont les finalistes de cette édition qui vont pitcher. Et dans les scènes Palace, vous verrez les ambassadeurs, les finalistes artistes entrepreneurs et tous ceux qui ont envie de pitcher aussi. Le rôle de ceux qui ne pitchent pas, c'est de dire moi j'ai une idée, moi j'ai vécu ça aussi. Tiens, est-ce qu'on peut en discuter ensemble parce que moi j'ai regardé les choses un petit peu différemment. Donc c'est vraiment de faire vivre cette communauté pour que demain chacun reparte chez soi en se disant j'ai au moins 10, 15, 20, 50 options. 50 personnes que je peux appeler demain si je rencontre quoi que ce soit sur mon chemin qui m'empêche d'avancer. Donc ça, c'est le but des pitchs. Régalez-vous, profitez-en.
Ensuite, il y a le mentorat. Le mentorat, et nous avons l'immense honneur d'avoir le grand mentor des mentors du Québec, celui qui nous a tout appris, qui est là cet après-midi avec nous. Il est dans la salle, Pierre Chagnon. Bravo Pierre. Merci, il est arrivé hier. Et cet après-midi, il vous dédicacera le livre qu'il a écrit avec Annie-Paul Abissira, celle qui forme tous les mentors ici en France. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « Oser le mentorat » cet après-midi dans le foyer Opéra. C'est le moment de tester le mentorat, donc avec du speed dating pour rencontrer votre futur mentoré ou votre futur mentor, si vous êtes entrepreneur ou jeune entrepreneur, ou du... alors j'ai oublié le nom, à chaque fois je me trompe, donc c'est pas grave, une autre animation, du mentorat éclair, ça y est. Du mentorat éclair pour découvrir ce que c'est, tester par l'expérience ce que c'est que le mentorat. Et donc il y a notre équipe mentorat qui sera là-haut pour vous accompagner dans vos premiers pas pour tester ce que c'est. Vous avez le foyer Mogador qui est ouvert toute la journée. Aussi, dans ce foyer Mogador, à partir de 13h30, nous avons un top artiste de street art, Bolt, qui va venir nous faire une performance en direct sur toute l'après-midi. Donc on va se régaler aussi des artistes et du monde artistique. Et puis il y aura des échanges avec Jérôme Daucher, qui est un très grand amateur d'art et qui travaille beaucoup avec les artistes. Donc pour tous les artistes entrepreneurs ou tous ceux qui ont la fibre entrepreneuriale artistique, je vous invite à aller les découvrir. Et à 15h dans cet espace, nous aurons donc Laurent Bentata qui viendra nous parler de cette aventure entrepreneuriale qu'est Mogador. Il a déjà cité quelques chiffres et vous allez voir, c'est impressionnant. Chaque début d'année, il se lève, les charges, elles sont fous. Voilà. Et enfin, donc ça, c'est l'espace networking, l'espace Mogador. Vous avez l'espace Victoire, qui est un espace calme où vous pouvez tranquillement aller travailler, faire une visio. Il y a tout ce qu'il faut si vous avez besoin de faire une pause à un moment. Il y a un foyer Barbara si vous avez des interviews à faire pour être plus au calme. Et puis enfin, si dans un petit moment vous avez envie de grignoter, vous avez plusieurs kiosques dans tous ces espaces-là, alors de vente de produits des jeunes entrepreneurs que nous accompagnons. Donc voilà, on a fait en sorte que ce soit des petits prix, mais que vous ayez de quoi tenir jusqu'à ce soir. Voilà, et donc c'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Et un programme exceptionnel. Bravo pour ce magnifique programme. Merci, bravo à toi. Merci Philippe.